Alors bonjour à tous et à toutes, troisième cours sur les microzymas. Aujourd'hui je vais vous parler de leur nature. Après ses premières découvertes dans l'eau sucrée dès 1857, Béchamp se met en quête de ces fameux microzymas. Il en retrouve fossilisés mais toujours vivants et capables de se réactiver dans certaines roches calcaires qui ont plus de 12,5 millions d'années, dans certaines eaux minérales, dans l'air et dans divers autres milieux comme la poussière de l'air. Je cite. Ce n'est pas par milliers qu'on les compte dans 1500 litres d'air, mais par centaines de mille et davantage dans certains cas. Ce sont les plus petits ferments. J'ai mis 7 ans à me convaincre de leur existence indépendante, de leur fonction et de leur nature organisée. Fin de citation. Il met en route tout un train d'expérience avec une rigueur scientifique irréprochable et démontre qu'ils existent en tant que bactéries à un degré inférieur de développement dans les muscles et dans tous les organes d'un animal encore vivant. La théorie moderne pasteurienne qui veut que l'intérieur d'un être vivant soit stérile est totalement fausse. Dans notre travail d'accompagnement des malades, alors il s'agit du travail d'Alain Scoy et de Brigitte, pendant des années, nous avons pu observer très fréquemment des germes, bacilles, coques, voire borrelia, dans le sang de personnes en bonne santé. Elles n'avaient en tout cas pas de septicémie. Au microscope optique à fond clair, les microzymas se présentent invariablement sous l'apparence de petits points brillants, doués d'une certaine mobilité, une sorte de mouvement de trépidation, de va-et-vient, de tourbillonnement. On peut les prendre selon l'angle de l'observation, comme des points noirs ou bien comme des sphères dont le centre est brillant, avec un contour sombre. Ils mesurent moins d'un millième de millimètre de diamètre, parfois moins. Toute granulation moléculaire n'est pas un microzyma, mais tout microzyma est une granulation moléculaire. Dans du sérum sanguin ou n'importe quel tissu vivant, il est possible de les visualiser facilement avec la technique du microscope optique à fond noir. Ce sont les plus petites granulations mobiles que l'on peut observer. Il faut cependant éviter de les confondre avec les kilomicrons, qui sont des particules de graisse présentes dans le sang pendant les 3 heures qui suivent l'ingestion de corps gras. Ces kilomicrons sont plus volumineux que les microzymas. Le professeur Béchamp ne se targue pas d'avoir découvert donc ces granulations moléculaires, mais d'avoir démontré 1. Que certaines d'entre elles, les microzymas, sont des ferments d'une rare puissance, et par suite qu'elles sont organisées dans le sens de la structure. 2. Elles possèdent une fonction de nutrition en vertu de laquelle elles opèrent des transformations profondes de la matière fermentescible, d'où naissent l'alcool, l'acide acétique et dans certaines circonstances, l'acide lactique, l'acide butyrique et d'autres produits plus ou moins nombreux. Cet alcool, ces acides, etc. sont dits produits de la fermentation. En réalité, ils sont des produits de désassimilation. Ce sont des sous-produits et non pas des déchets. 3. Qu'elles peuvent, dans des conditions déterminées, bioélectroniques, nutriments, vitamines, évoluer physiologiquement pour engendrer d'autres organismes, par exemple des bactéries. 4. Qu'elles peuvent construire des cellules dans certaines conditions. Je cite. Les microzymas sont facteurs, c'est-à-dire bâtisseurs de cellules. De proche en proche, ce sont eux qui sont chargés de construire l'être organisé que nous appelons un animal ou un végétal. Et Béchamp précise, il n'est pas en notre pouvoir, même quand nous avons tous les genres de microzymas à notre disposition, de constituer avec eux un végétal ou un animal d'ordre un peu élevé. La composition du microzyma rappelle celle de tous les blastèmes et protoplasma, tissus vivants, ainsi que celle des cellules de levure et de la plupart des tissus vivants végétaux ou animaux, c'est-à-dire 80% d'eau environ, du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, etc. Leurs fonctions varient dans les différents centres ou organes du même être.
Microzima, nanobes ou nanobactéries. Nous l'avons vu. Les microzimas sont de minuscules granulations, 30 à 60 nanomètres de diamètre, animées du mouvement brownien, c'est-à-dire d'une sorte de danse tourbillonnante perpétuelle, présente dans tous les tissus vivants, observable très facilement au microscope à partir d'un grossissement de 750. Les microscopes optiques modernes grossissent jusqu'à environ 1000 sans trop de problèmes, et la technique du fond noir, inconnue en France, permet de les visualiser très facilement sur le vivant. Elles sont connues depuis que le microscope existe. Pour être sûr de ne pas les voir et pouvoir faire l'impasse sur leur réalité, Pasteur, l'imposteur, recommandait à ses collaborateurs de ne jamais dépasser un grossissement de 400. Aujourd'hui, Béchamp n'est plus le seul à les avoir identifiés. Le seul souci est la méconnaissance de ces acquis qui oblige à tout reprendre chaque fois à zéro et parfois à s'égarer dans des directions hasardeuses. Voici les différentes dénominations qu'on a données donc à ces microcellules. Somatide pour Gaston Naissance, médichlorien dans la guerre des étoiles, endobionte pour Underline, nanobe ou nanobactérie pour les géologues modernes, myocoplasme pour Luc Montagnier, vous savez, le soi-disant découvreur du VIH. En réalité, il n'a jamais rien découvert. Exosome en 2020, lors de recherches autour du prétendu couillonavirus. Dans les années 1990-2000, des géologues, Madame Virginie Miller, le professeur Robert Folk, le professeur Philippa Ewins en Australie, dont voici la photo, le professeur Olavi Kajander de Finlande, les redécouvrent fossilisés dans le calcaire et la craie et les baptisent nanobes ou nanobactéries. Voir le Science et Vie de janvier 2005. Ils retrouvent leur caractère quasi immortel. Attention, immortel ne signifie pas éternel. Constatent leur présence dans les lithiases rénales, biliaires ou dans les plaques d'athérome. Ils viennent en parler à un congrès mondial de biologistes, mais ils n'ont droit qu'à un silence de mort. Et oui, pour cause, ça dérange. Avec la microscopie électronique, l'équipe de Philippa Ewins, en Australie, a pu confirmer que le microzima apparaît comme une microcellule mesurant entre 30 et 60 nanomètres de diamètre. Cette microcellule est limitée par une membrane. Elle réagit positivement au réactif ADN et surtout, elle contient un cristal de silicium. Cela devrait vous interroger par rapport au test PCR nanopharyngé. Nous pouvons raisonnablement penser que ce cristal de silicium est un lecteur d'informations, comme dans nos ordinateurs. Ces informations se trouvent d'une part dans l'eau du cytoplasme, à l'intérieur de la membrane qui le délimite, d'autre part dans les milieux aqueux dans lesquels baigne le microzima. C'est probablement dans le cytoplasme que se trouvent les informations les plus stables. Génétique héréditaire, identitaire en quelque sorte, tout ce qui caractérise l'individu dans lequel se trouve le microzima. C'est là que les réactifs ADN sont positifs, ce qui laisse supposer que le microzima a besoin de cette structure pour les transformations complexes qu'il produit lors de l'assimilation des aliments. C'est probablement là que sont fabriquées les hormones qui orchestrent la croissance de l'embryon, bien avant l'apparition du système nerveux, voire les travaux du docteur Jean Gauthier et de ses successeurs. Les informations présentes dans le milieu aqueux dans lequel baigne le microzima sont bien sûr beaucoup plus variables et labiles. Je vous rappelle, labile, ça signifie que l'on peut effacer. Constantes bioélectroniques, ondes électromagnétiques, médiateurs chimiques, neurotransmetteurs, hormones diverses, nutriments, médicaments et pesticides divers, et aussi sans doute des informations plus subtiles, psychiques, comme la souffrance des animaux et des végétaux martyrisés et objetisés que nous consommons. Nous n'insisterons jamais assez sur cette étonnante sensibilité de ce rouage essentiel de la vie qu'est le microzima. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles notre monde moderne est en si mauvaise santé. Nous sommes sous influence en quelque sorte négative
ou positives. Un peu comme si les stress des végétaux et des animaux que nous consommons s'accumulaient en nous et nous rendaient hypersensibles à nos propres émotions. Ce qui ouvre la porte à toutes les somatisations et en particulier au cancer. Je pense que la mascarade politico-sanitaire délirante que nous vivons actuellement présente au moins un avantage. Nous ne pourrons pas continuer à vivre en méprisant notre environnement, nos proches, nos frères animaux et végétaux, ou en nous croyant propriétaires de quoi que ce soit dans ce monde. La vie est un miracle permanent et nous devons apprendre à rendre grâce, à bénir, à respecter. Nous devons être comme le fameux ravi des santons de la crèche de Noël. Quant à moi, j'ai été ravi de vous faire cette lecture. C'est à suivre, bien entendu. Prochain cours, donc ce sera le 4e. Je vous parlerai donc de la formation des cellules. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. La suite au prochain épisode. En attendant, soyez heureux.